Bonjour à tous, merci de suivre RTI 1 ce mercredi 29 août. Visite officielle du président Alassane Ouattara en Chine du 29 août au 2 septembre. Plusieurs dates importantes au programme, notamment le forum économique sur la transformation des produits agricoles et la 6e conférence des entrepreneurs chinois et africains. Le village d'Atienka a vécu des heures chaudes hier mardi. Il a été assiégé par des jeunes révoltés venus de Katiola pour comprendre la disparition d'un transporteur perdu de vue depuis une semaine. Nous aurons en ligne le secrétaire général de la préfecture de Katiola pour nous faire un bilan de la situation. Et puis au Burkina Faso, 7 membres des forces de sécurité intérieure ont trouvé la mort lors de l'attaque de la brigade de gendarmerie de Pamas dans l'est du pays. Le bâtiment a été incendié et tout le matériel est parti en fumée. Bienvenue dans le 13h sur RTI 1. À compter d'aujourd'hui et jusqu'au 2 septembre, le chef de l'État ivoirien est en visite d'État en Chine. Au programme, la signature de plusieurs accords de coopération entre la Côte d'Ivoire et la Chine. Le président Alassane Ouattara va prendre part également à un forum économique sur la transformation des produits agricoles. Viviane Aïma. C'est à 18h20, heure de Beijing, soit 10h20, heure d'Abidjan, que l'avion présidentiel ivoirien a atterri sur le tarmac du pavillon officiel de Capital Airport de Beijing. Le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, qui est accompagné de son épouse, arrive dans la capitale chinoise pour une visite d'État. Acte important qui va sceller de manière significative l'excellente coopération entre la Chine et la Côte d'Ivoire, matérialisée par l'appui financier chinois au gouvernement ivoirien dans la réalisation de nombreuses infrastructures à caractère social, routes, ponts, adduction en eau potable, renouvellement du réseau électrique. La Chine est aujourd'hui le premier investisseur en Côte d'Ivoire. Au cours de cette visite d'État, 5 accords de coopération seront signés en présence des chefs d'État chinois et ivoiriens. Le protocole officiel chinois ne prévoyant pas d'accueil avec faste à l'aéroport, le président de la République a été accueilli à sa descente d'avion par le vice-ministre des Affaires étrangères, Chen Ziedong. Étaient également présents à l'accueil plusieurs officiels ivoiriens. C'est ce jeudi 30 août que la visite d'État démarrera. Le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, recevra alors au Palais du Peuple les honneurs militaires dus à son rang et l'accueil du président Xi Jinping et de tout le gouvernement chinois. 7 ministres du gouvernement accompagnent le président de la République dans cette visite d'État qui durera jusqu'au 2 septembre. Après l'aéroport, arrivant à leur lieu de résidence, le président de la République et son épouse ont eu droit à un accueil des plus enthousiastes des Ivoiriens vivant en Chine, heureux de témoigner leur affection au couple présidentiel ivoirien. Après la visite d'État, le président de la République participera toujours à Beijing au 3e sommet du Forum de coopération sino-africain qui réunira du 3 au 4 septembre une quarantaine de chefs d'État africains avec les autorités chinoises au plus haut niveau. Ce séjour du président de la République Alassane Ouattara en Chine ne vise qu'un seul et noble objectif, le développement de la Côte d'Ivoire. Dans le cadre de la préparation de cette visite d'État en Chine, le ministre ivoirien des Affaires étrangères a eu une rencontre hier mardi avec son homologue chinois, Viviane Aïma. Ministère des Affaires étrangères de la République populaire de Chine, ce mardi matin, sous les projecteurs des caméras, le ministre des Affaires étrangères de la Chine, Wang Yi, et son homologue ivoirien, Marcela Montano, ont longuement échangé une poignée de main avant de se retrouver autour d'une table pour un échange d'allocutions. L'objet, la visite d'État du chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, en Chine, à partir de ce jeudi 30 août. Si les autorités chinoises sont prêtes à donner un cachet spécial à cette visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans leur pays, on n'attend plus qu'elle démarre.
Ici en Côte d'Ivoire, dans le domaine des ressources halieutiques, la pêche illicite non déclarée et non réglementée détruit l'écosystème marin et fait perdre chaque année 25 000 milliards de francs CFA à 22 pays africains. Ces pays s'engagent à conjuguer leurs efforts pour combattre ce fléau. Francis Boifo. Elle est considérée comme un fléau mondial. La pêche illégale, non déclarée et non réglementée INN affecte plus l'Afrique de l'Ouest avec une moyenne de 40% de captures illégales. Cette activité représente une véritable menace pour l'écosystème marin. Notamment le thon qui est braconné sur toute la côte ouest africaine. Nous avons des baleines qui le sont aussi. La pratique illégale de la pêche prive les États de revenus importants. 25 000 milliards de francs CFA de pertes en moyenne dans 22 pays africains riverains de l'océan Atlantique. La situation inquiète les ministres des Ressources animales et halieutiques de ces pays. Ils se sont engagés lors de la 10e session de la conférence des ministres sur la coopération halieutique entre les États africains riverains de l'océan Atlantique à Abidjan à combattre ce fléau. Faire en sorte que nous puissions désormais parler de gestion des pêches qui tiennent compte certes des réalités au niveau de chaque pays, mais nous estimons que lorsque une décision doit être prise dans le cadre de la gestion des pêches, que ce soit de façon concertée. Également, voir comment assurer la gestion durable de nos ressources. Pour gérer les ressources, il y a lieu, par exemple, de réglementer la pêche. Après son bilan jugé satisfaisant, la Côte d'Ivoire a été désignée à l'unanimité par les pays membres de la conférence pour présider 2 ans encore aux destinées de cette organisation communautaire dont le but est de préserver les ressources halieutiques fortement menacées par la pêche illégale, non déclarée et non réglementée. Kobena Kwasi Adjoumani, ministre des Ressources animales et halieutiques, est le président en exercice de cette organisation. En matière de régulation des marchés publics en Côte d'Ivoire, l'autorité nationale note une amélioration dans le respect des procédures de passation. Elle a rendu public les résultats de l'audit de la gestion 2016 réalisé sur un échantillon de 250 marchés. Ils ont été passés par 25 autorités contractantes soumises au Code de marché public. Guy Roger Nguessan et Alvorassa. Concernant la gestion de l'audit 2016, ce que nous pouvons en effet retenir, c'est que le taux d'irrégularité est tendance à la baisse. Cela est très important à relever. 41% de taux d'irrégularité en 2016 contre 62% en 2015, une avancée notable qui montre une certaine amélioration dans le respect des dispositions et des procédures du Code des marchés publics. Ce sont au total 250 marchés passés en 2016, d'une valeur de 22 milliards de francs CFA qui ont fait l'objet de l'audit. Pour les partenaires techniques et financiers, les audits, bien que satisfaisants, doivent aller plus loin, notamment en proposant des sanctions encore plus lourdes pour le non-respect du Code des marchés publics. Ce serait important que l'ANRMP puisse auditer un nombre supérieur de marchés en valeur ou en nombre, pour que ce soit plus représentatif statistiquement. Et puis également toutes les questions qui ont eu lieu sur quelle suite il est fait à ces audits et sur les sanctions qui sont prises envers les acteurs qui ne respectent pas les procédures. En cela, le président de l'Autorité nationale de régulation des marchés publics, Koulibaly Yacouba, rassure. L'ordonnance du 27 juin 2018 renforce l'attribution de l'institution lui permettant de proposer des sanctions avec la création du comité de règlement administratif. Il s'agit donc de réduire le comportement, j'allais dire, déviant dans les procédures. Il y a eu pas mal de documents falsifiés, des faux en écriture publique ou privée, des cas de corruption avérés. Et donc, le gouvernement a voulu, par cette disposition, donner les moyens à l'autorité de régulation de réduire, sinon de mettre fin à ces pratiques. Après la publication des résultats de la gestion des finances publiques de 2016, l'Autorité nationale de régulation des marchés publics va lancer dans les prochains jours l'audit de la gestion de 2017. Direction le Sénégal pour parler santé. Une quarantaine de ministres de la Santé sont réunis à Dakar pour la 68e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique.
L'Organisation mondiale de la santé fait le point de son action sur le continent pour les années 2017 et 2018. Les participants s'interrogent sur la meilleure adaptation de la couverture maladie universelle, un des défis actuels de nombreux pays africains. Christelle Menant. Ces 2 dernières années en Afrique, 25 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour la prévention du VIH-Sida chez les adolescents. 19 pays ont mis en œuvre des stratégies pour combattre la résistance aux antibiotiques. 12 millions d'Angolais et de Nigérians vaccinés contre la fièvre jaune. Entre autres nombreuses réalisations. L'Organisation mondiale de la santé a dressé son bilan lors de la 68e session de son comité régional pour l'Afrique, en présence d'une quarantaine de ministres de la Santé de pays membres, dont Akawele, ministre ivoirien de la Santé et de l'Hygiène publique. Des maladies transmissibles et non transmissibles au renforcement des systèmes de santé, tout a été passé en revue et des recommandations seront consignées durant ces 5 jours à Dakar. La progression rapide des maladies non transmissibles ainsi que les récentes épidémies révèlent la vulnérabilité de nos systèmes de santé. Dès lors, le renforcement de nos capacités de surveillance épidémiologique, de détection précoce et de riposte aux urgences sanitaires s'impose. L'Organisation mondiale de la santé joue à ce titre un rôle déterminant en assurant la coordination. L'Organisation mondiale de la santé, âgée de 70 ans cette année, est en pleine réforme. Une réforme axée sur une meilleure utilisation des ressources et des stratégies orientées résultats. Garantir un financement adéquat pour la santé reste l'un des principaux défis et donc des priorités dans la région. Je félicite les pays qui n'ont pas réduit leur budget alloué à la santé et qui, au contraire, transforment l'austérité imposée par le déclin économique en possibilité de hiérarchisation et d'efficacité de nos systèmes de santé. Partage d'expériences pour une meilleure intégration des politiques sanitaires des pays d'une même région, pour la plupart confrontés aux mêmes problématiques en matière de santé. À cette 68e session, il s'est agi aussi et surtout de couverture maladie universelle en Afrique. La rencontre d'aujourd'hui, c'est une sorte d'intégration au niveau africain. Il s'agit essentiellement de venir partager l'expérience avec les autres pays, également de s'inspirer de la vision de l'OMS qui porte essentiellement sur la couverture sanitaire universelle. Parmi les défis actuels en Côte d'Ivoire, la mortalité maternelle. Les chiffres qui datent de 2012 donnent un taux de mortalité maternelle de 614 décès pour 100 000 naissances. C'est énorme. Plusieurs actions ont été menées et nous pensons que cela viendra fortement en baisse. Mais il faut continuer à travailler pour demeurer dans les normes fixées par l'OMS. La santé en Côte d'Ivoire et en Afrique, un vaste chantier. Un bilan dressé à cette 68e session enregistre de nombreux progrès, des progrès jugés cependant fragiles par l'Organisation mondiale de la santé. Direction Katiola en Côte d'Ivoire, dans la région du Hambol. Le village d'Atienka a vécu des heures chaudes hier mardi. Le village a été assiégé par des jeunes révoltés venus de Katiola pour comprendre la disparition d'un transporteur qui a été perdu de vue depuis le mercredi 22 août dernier. Soro Corona. Atienka, village de la sous-préfecture de Timbé, pillé et incendié. C'est le triste décor que présente ce village qui a été assiégé ce mardi 28 août 2018 par des jeunes armés venus de Katiola aux environs de 12 heures. Nous, on était au champ. Les gens sont venus nous informer que le village a pris feu, que les gens sont venus incendier le village. Je suis venu trouver que la maison est brûlée. Tout est parti d'une rencontre de football. Depuis mercredi passé, que des jeunes de Kassémé sont allés jouer un tournoi de football à Katiola. Et qu'ils ont rapporté les coupes et ils ont dit à un jeune chauffeur d'aller les déposer à Kassémé. Et le jeune est allé les déposer la nuit. À son retour, il est tombé en panne, mais après ils l'ont rappelé, son numéro ne passait plus. Et ils sont venus, ils ont commencé à le chercher. Selon eux, ils sont allés charlanter que le résultat qu'ils ont obtenu est que le porté disparu n'est pas
au niveau des terres de Kassémé qu'il est au niveau d'Atienka. Lundi, ils ont fait déplacer un chasseur traditionnel qu'on appelle communément Dozo, qui est venu, qui dit qu'il peut le retrouver. En ce temps, le sous-préfet et le commandant des brigades de la gendarmerie de Katiola étaient présents sur les lieux. Et après, ils sont entrés dans la brousse et il n'a pas fait une trentaine de minutes, il est revenu. Que lui, il n'a pas trouvé le jeune, mais il sait qu'il n'est pas vivant. CB a dit non, lui ne croit pas à ça. Il n'a qu'à confier l'affaire au niveau de la justice pour essayer de voir, de tirer au clair. Ce village de plus de 2000 âmes a été totalement incendié. À l'heure même, il y a construit, il y avait 500 000. Tout s'est brûlé. Et ne sait même pas où il est dormi aujourd'hui. Depuis que je suis née, je n'ai jamais vu ça. Comme je suis malade, je ne peux pas la repas. Et 400 poulets, quand je vends à 2000 francs, je reçois à 800 000. Bon, aujourd'hui, mes parents n'ont rien. Bon, moi aussi, je n'ai rien. Bon, je suis venu, bon, j'ai pris des crédits. J'ai fait ce travail. Mais aujourd'hui, nous voyons que vraiment tout a été incendié. Bon, moi, je ne sais pas quoi faire. Bon, où je veux aller? La vie s'annonce difficile pour les populations d'Atienka. Les parents ont perdu tout ce qu'ils ont comme papyrus, extrait, diplôme de leurs enfants. Et c'est bientôt la rentrée. En attendant d'en savoir plus sur la disparition du jeune chauffeur Ahmed Sogodogo, le préfet de la région du Hambol appelle toutes les parties au calme et à la retenue. Vu l'ampleur des dégâts, le village d'Atienka vient de vivre une sombre page de son histoire. Le département de Katiola n'est pas à son premier fait tragique. L'incendie du commissariat de police et l'agression des agents de l'OIPR et de la SODIFOR sont des malheureuses illustrations que des dispositions soient prises pour éviter de tels drames. Et nous avons joint par téléphone le préfet de Katiola. Il est en ligne. Bonjour, monsieur Zamele Kwame Jean-Baptiste. Alors, quelle est la situation ce matin, 24 heures après les violences que le village d'Atienka a connues? Bon, je vous assure qu'aujourd'hui, la journée de mercredi est calme. Parce que j'ai fait venir un rapport, l'escadron de Boaké. On a divisé en deux groupes l'escadron. Il y a une équipe qui est face à Tienka et il y a une équipe qui est face à Katiola ici. Donc la journée du mercredi, c'est calme. Au moment où m'a appelé ici sur le chef de canton pour les sensibiliser, afin qu'il appelle ses fils, Kabana, à ne pas répondre par la violence à l'acte qui a été commis par les transporteurs, les jeunes transporteurs. Pour qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un match le mercredi 22 à Katiola ici, et il y a une des équipes qui allait chercher des joueurs à Kassémé, un village qui est derrière à Tienka. Et ils sont venus jouer après le match. Il y a un chauffeur qui a été chargé de convoyer les jeunes au village de Kassémé. À son retour, il a fait une première panne à quelques mètres de Kassémé. Il a appelé ses secours, ils sont venus dans des fameux véhicules. Et maintenant, il a continué sa route. Et à l'entrée de la Tienka, la panne est revenue. Et là, il a fait au téléphone, par cette fois-ci, ses connaissances à Katiola. Et au moment où il communiquait, la communication était coupée. Donc, celui qui était à l'écoute là, il a informé, mais il était en communication, il a communiqué avec document coupé. Il essaie de l'appeler en vain. On était dans la zone de 22h, 21h là-bas. 21h, 22h. C'est vrai que le matin, la gendarmerie a été saisie. Elle s'est rendue sur les lieux. Les populations ont dit qu'en pareille circonstance, il y a des personnes, des ressources, qu'on interroge, qu'on inclut ces personnes-là. Et ils disent où se trouve la personne. Donc, ils ont demandé les gens de Kassémé où les joueurs ont été déposés. Ils ont appelé un féticheur. Il a dit que le jeune homme était aux mains des populations de la Tienka. Alors dites-nous, monsieur Zamele, le bilan après les pillages et incendies qui ont été enregistrés sur place, quel est le bilan? Bon, il n'y a pas eu de chose, il n'y a pas eu de perte en vie humaine, ça c'est activé. Mais le bilan matériel, ce sont les maisons qui ont été incendiées. Parce que la plupart des maisons sont des maisons à toit de paille.
M. Zamele Kwame Jean-Baptiste, préfet de Katiola. À Bobo, dans le district d'Abidjan, elles sont nombreuses les personnes qui ont bénéficié d'actions de portée sociale venant de la première dame de Côte d'Ivoire. À travers l'ONG Fondation Dominique Ouattara, elles ont rendu hommage à leur bienfaitrice. Pargasso reconnaît. Les actions de solidarité et de générosité de la première dame Dominique Ouattara saluées dans la commune d'Abobo. La forte pluie qui s'est abattue dans la commune n'a pas empêché les populations d'Abobo de lui rendre hommage. Elles ont tenu à lui témoigner leur gratitude pour ses financements à leur profit et l'impact de son appui. Une initiative de l'organisation non gouvernementale Fondation Dominique Ouattara, FDO. Je remercie les premières dames tout ce qu'il fait pour l'Afrique, surtout à Côte d'Ivoire. Depuis 2006, j'ai vu cette dame, je me dis pourquoi pas, je n'écris pas quelque chose à son nom. Il fait du pas de la Côte d'Ivoire, il a commencé depuis 1000 pays qu'il a déjà adopté des données. Donc, Alfred, tout qui n'a pas de manière, il prend tout le monde en charge. À cette occasion, autorités coutumières et politiques, associations de jeunesse, mais aussi associations féminines ayant bénéficié du fonds FACI, Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, ont fait de nombreux témoignages en vue de remercier la première dame pour ses actions de haute portée sociale. Elle nous a permis d'aider nos maris en prenant ses prêts. Ces prêts ont permis aux femmes des ex-combattants de subvenir aux besoins de leur famille. Donc nous disons merci à la première dame car il y a eu des facilités de paiement. C'est de l'argent qui nous aide beaucoup. Ça nous aide, nous les femmes, surtout démunies, d'être autonomes en tant que femmes. Et puis ça nous apprend aussi à ouvrir un compte et puis épargner. Cette cérémonie de reconnaissance à la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, était placée sous le parrainage du ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, représenté par l'un de ses plus proches collaborateurs. Des actions de portée sociale, le groupe Surchoc en fait également. 10 familles démunies de la commune de Trècheville ont reçu des vivres et des non-vivres à la faveur de la 4e édition du festival Trèche Ngoa. Patricia Omouetia. Des dons en vivres et non-vivres pour les familles démunies de Trècheville. Un acte posé par les Surchoc, le mythique groupe de Souglou, concepteur de la danse Nyapa Nyapa, qui œuvre aujourd'hui dans le social à l'occasion du festival Trèche Ngoa, 3e édition. Le festival de Trècheville, encore dénommé Trèche Ngoa, a pour but de rassembler tous les enfants de la commune pour un moment de partage et d'émotion. Partir de rien et être là où nous sommes et donner envie aux jeunes aussi et l'espoir aux jeunes de pouvoir rêver et de dire qu'on peut réussir en partant de rien. Donc ces familles-là, on ne peut pas les oublier. Un acte apprécié par les responsables de la mairie. Aujourd'hui, c'est un don à 10 familles démunies. Nous voulons saluer le geste et demander qu'ils aient un succès retentissant qui permette que chaque fois qu'ils ont envie de faire ce genre de geste, ils puissent le faire. Pour les bénéficiaires, c'est un soulagement. Vraiment, nous sommes émus même, très contents du don qu'ils viennent de faire. Vraiment, ça nous a surpris, ça nous a dépassés. Nous sommes très contents, très heureux et nous disons merci au groupe Surchoc. Disons merci au maire. La commune de Trècheville, appelée Cité Nzassa, a vu naître ses artistes, notamment les Surchoc et les Poussins-Choc. Ils se sont dit affectés par la destruction des habitations de certains riverains de Guatanikro, un quartier populaire de Trècheville. Cette année, le festival Trèche Ngoa a mis l'accent sur le volet social, l'entraide et la solidarité. Dans le monde artisan, les coiffeurs s'organisent pour sortir de l'informel. Une formation de 6 semaines pour intégrer dans leur méthode les mesures innovantes qu'impose le métier de coiffeur en Côte d'Ivoire. Sephora Zegui et Franck Quadio. La gestuelle est précise, coupe, tresse et même défrisage. Une passion pour la coiffure. Désiré, 25 ans, est déscolarisé depuis l'âge de 15 ans. Depuis 6 ans, il tient ce salon qu'il a lui-même ouvert. La coiffure, il l'a appris sur le tas. Je fais un magasin, d'abord au niveau quartier. Je coiffais à 200, 150. Bon, j'ai commencé à faire ça un peu au quartier. Et après, ça a pris de l'ampleur. Donc, moi, ça m'a appelé. Je me déplaçais là sans le magasin. Au quartier à Cocody, partout, à l'intérieur même, faire les drugs.
Se faire un nom dans le domaine de la coiffure, un rêve pour Désiré. Il a pour ambition suivre une formation. Arrivé à ce moment, il y a des trucs que je ne connaissais pas. Mais sans la formation, bon, je me suis dit quoi, c'est moi-même, je dois faire toujours les recherches. Mais s'il y avait quelqu'un pour me former, je pouvais apprendre plus mieux. Une autre passionnée des coupes, Mariette. Elle n'a pas appris la coiffure dans une école de formation. La coiffure pour elle est un don. Les nattes libériennes, j'ai vu ça une fois en songe. Et quand je me suis réveillée, je suis allée chez l'une de mes amies. J'ai dit à sa maman que je voulais la tresser. Moi, je ne l'avais jamais fait, mais comme j'ai vu en songe, je voulais reproduire ce que j'ai vu. Donc c'est ainsi que, quand elle m'a donné sa tête, j'ai reproduit le modèle que je me suis vu faire en songe. Ne pas avoir eu la chance d'être formée, ce n'est pas un handicap. Après 18 ans dans le métier, elle a dû suivre des modules de formation. Avec le diplôme de maître artisan que j'ai eu, il me suffit seulement de présenter ce diplôme et je serai acceptée dans tous les endroits. Comme coiffeuse, on dirait que notre métier aille de l'avant. Donc, nous demandons aux autorités compétentes de vraiment assainir le milieu pour que nous puissions vraiment vivre de ce que nous faisons. Un constat donc, la plupart des coiffeurs ivoiriens exercent dans l'informel. Pour rendre professionnelle l'activité, l'Association ivoirienne pour l'organisation du secteur informel initie des sessions de formation sur les mesures innovantes qu'impose le métier de la coiffure en Côte d'Ivoire. Le coiffeur est déjà en activité. Et étant en activité, il n'y a pas les documents adéquats qui l'accompagnent. Même si on veut passer même pour l'innovation des salons de coiffure avec nos institutions financières qui sont la banque, facilement il faudrait demander les documents vraiment qui montrent que vraiment tu es dans un cadre formel. Donc on a besoin vraiment que le coiffeur soit formé. Comme Désiré et Mariette, 5000 coiffeurs et esthéticiens ayant appris le métier dans l'informel vont bénéficier à partir du 3 septembre prochain d'une formation d'environ 6 semaines. Ce mercredi marque la fin des dépôts de candidatures pour les élections municipales et régionales d'octobre prochain. Le RHDP annonce le dépôt des dossiers de ses candidats pour cet après-midi. La commission électorale indépendante reçoit les dossiers de candidature depuis le 14 août dernier. En sport football, le premier vice-président de la Fédération ivoirienne de football a tenu un point presse. Il a annoncé la reprise de la saison 2018-2019 à compter du 7 septembre au 5 mai 2019. L'Union sportive club de Bassam sera opposée à l'Africa Sport pour le match d'ouverture. Marilyn Dasso et Samuel Metch. La SEC Mimosa, le WAC, la FAD et Boaké FC ont manqué à l'appel du premier vice-président de la Fédération ivoirienne de football. Ils sont donc 10 présidents de club sur les 14 à avoir pris part au point de presse du premier vice-président. On a demandé à la SEC de nous répondre de façon claire sur sa participation ou non à la finale de la Supercoupe, avec un délai très clair qui est aujourd'hui à midi. Et nous avons reçu la réponse de la SEC. Et la SEC nous dit, nous vous invitons à regarder notre fiche d'engagement qu'on vous a déposée. Donc la fiche d'engagement que la SEC a déposée est très claire. Il est marqué dans cette fiche que la SEC participe à la Supercoupe Félix Houphouët-Boigny. La Fédération ivoirienne de football a ainsi reçu les fiches d'engagement des 14 clubs de la Ligue 1. En match d'ouverture, l'Union sportive club de Bassam sera opposée à l'Africa Sport au stade Robert Champroux de Marcory. Cette rencontre était importante parce que nos amis avaient émis des réserves, donc on voulait savoir ce qui allait se passer. Finalement, je crois que la fédération a tout réglé et ils nous ont rassurés puisque tout le monde s'est engagé. La nouvelle saison débutera le 7 septembre pour prendre fin le 5 mai 2019 en raison de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Pour Sori Diabaté, cette saison 2018-2019 est placée sous le signe du rassemblement, de la paix, de la réconciliation, mais avant tout du jeu. Au Burkina Faso, 7 membres des forces de sécurité intérieure ont trouvé la mort lors de l'attaque de la brigade de gendarmerie de Pama dans l'est du pays.
Au Burkina Faso, lors d'une attaque terroriste menée dans l'est du pays, 6 personnes ont perdu la vie, parmi elles 5 gendarmes. L'explosion d'une mine a fait sauter leur véhicule. Le Burkina Faso est confronté depuis 3 ans à des attaques terroristes de plus en plus fréquentes et meurtrières. D'abord concentrées dans le nord du pays, ces attaques se sont ensuite étendues à d'autres régions, dont celle de l'est, frontalière du Togo et du Bénin. Et c'est tout pour ce 13h. Merci de rester sur RTI 1. Très bonne journée à tous.